Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va avoir un invité. On va continuer sur les interviews d'acteurs qui sont prédominants dans l'écosystème blockchain. L'objectif, c'est de vous apporter un max d'informations, un max d'alpha et que cette vidéo soit un peu des petites pépites qui vous permettent justement de comprendre comment fonctionnent les différents acteurs du marché et comment ça fonctionne réellement dans l'écosystème et dans les différentes entreprises crypto. On va avoir Cam Bendrix, qui travaille chez le validateur Chorus One, qui va nous montrer sa vision du marché et nous faire mieux comprendre ce qu'est un validateur. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire les personnes que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Ça peut être des youtubeurs, ça peut être des personnes qui parlent de finances plus globales, des personnes qui vous inspirent. J'essaierai de les contacter. Après, forcément, si vous me demandez de faire venir une personne qui a 10 millions d'abonnés, ce sera peut-être un peu compliqué, mais je tenterai, je n'ai rien à perdre. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de Cam Bendrix. Alors, salut à tous, salut Cam, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Alors, on continue sur les interviews de personnes. Donc, toi, tu vas être la deuxième personne que j'interviewe. La première, c'était Artem, du coup, qui m'a donné ton contact de D'accord. DYDX. Et donc, pour commencer, on va commencer par une présentation justement de qui tu es. Donc, un peu Ouais. connaître ton parcours et ton expérience principalement dans la blockchain, dans les cryptos. Donc, voilà, je te laisse la parole. Ouais, super. Alors, donc du coup, moi, je m'appelle Kamel, mais bon, tout le monde m'appelle Cam. Et donc moi, j'ai un parcours assez financier. Donc j'ai travaillé avant la crypto, j'ai travaillé dans des banques d'investissement et dans des fonds d'investissement à Paris. Et c'est lors de ma dernière expérience dans un fonds parisien que j'ai commencé à découvrir les cryptos. C'était en 2019. Donc, j'avais commencé un peu à regarder le Bitcoin, un peu Ethereum. Et c'est en 2020, durant la DeFi Summer, que je me suis vraiment intéressé aux crypto. Enfin, voilà, je me disais, c'était là en fait surtout la DeFi qui m'a énormément intéressé. Le fait de pouvoir voilà échanger de manière permissionless, c'était super intéressant. Et je me suis dit, ok, donc la DeFi pour moi c'était le futur de la finance. Donc je voulais absolument bosser dans cet écosystème et dans cette industrie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé un peu à rejoindre quelques events crypto, à participer à des events un peu partout. Je regardais un peu toutes les blockchains. Je n'étais pas forcément pour un écosystème en particulier. Je regardais un peu tout. Et après, on a eu Solana qui est arrivé, on a eu Avalanche, on a eu quelques blockchains sur Cosmos qui sont arrivés aussi. Donc voilà, je me suis intéressé un peu à ça. J'ai commencé à écrire des articles sur des protocoles que j'aimais bien. Et à un moment donné, j'ai un ami qui a lancé ce qu'on appelle en fait des validateurs, donc sur l'écosystème Cosmos, sur les premières blockchains qui sont arrivées, Cosmos Hub, Osmosis, Juno, etc. sur Cosmos. Et moi, j'ai rejoint en fait. J'ai rejoint en tant que je m'occupais de la partie busy. Donc, je m'occupais en fait de parler avec différentes teams et voir en fait si c'était intéressant pour nous de lancer des nodes sur ces blockchains et d'être validateur, de valider ces blockchains-là. Donc, j'ai commencé en fait, voilà, comme ça, de cette manière-là. Et aujourd'hui, je suis chez Chorus One, qui est aussi un validateur. Donc, Chorus One, c'est un validateur qui est sur à peu près une soixantaine de blockchains aujourd'hui. On est sur toutes les plus grosses blockchains. On est sur Ethereum, on est sur Solana, sur plein de blockchains de Cosmos, on est sur Aptos, Sui, etc. Et aujourd'hui, chez Chorus One, là, je m'occupe de la partie recherche. Donc, plus voilà, faire de la recherche sur le design des protocoles, sur le design des blockchains, prendre un peu plus tout ce qui se passe et voir l'impact que ça a sur le staking en général. Par exemple, voilà, faire des recherches sur le restaking, faire un peu des recherches sur les layer 2, les sequencers, des recherches sur les roll-ups, etc. Et je m'occupe aussi en partie de la partie investissement parce que Chorus One, en plus de faire tourner des nodes et des validateurs, investit aussi dans des projets qui sont enfin, liés à notre core business, hein, qui est l'infrastructure. Donc, on investit en fait ça peut être des blockchains de layer one, ça peut être des bridges, ça peut être voilà tout ce qui est lié en fait à l'infrastructure. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, chez Chorus One et en partie recherche et investissement.
Ok, ok, donc très intéressant. Et j'avais une question pour toi qui travaille justement dans l'écosystème. Je sais que pas mal de personnes veulent trouver un travail justement dans l'écosystème crypto. Et ma question, ce Ouais. serait comment réussir à trouver un travail. C'est vrai que pas mal de personnes se disent qu'il faut forcément être développeur. Toi, je pense que tu es la preuve qu'on n'a pas forcément besoin d'être développeur pour pouvoir aller travailler. Donc, selon toi, comment on peut justement trouver un travail dans cet écosystème? Est-ce que c'est Ouais. plus en allant à des events, juste en ce qui est intéressant, grâce à des relations? Voilà, je te laisse développer. Ouais. Alors pour moi, en fait, ce qui a marché, c'est voilà, se faire connaître. Et en fait, ce serait de trouver en fait quelque chose qu'on aime bien. Moi, en fait, ce que j'aimais bien, c'est faire un peu de la recherche au niveau des protocoles, comprendre un peu les protocoles et publier des articles. Donc, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à me faire connaître. Je crois que le premier article que j'avais fait, c'était sur je crois que c'était sur Balancer à l'époque, qui était un DEX en fait sur l'écosystème Ethereum. J'avais publié un article et j'avais eu en fait la core team de Balancer qui m'avait envoyé un message en disant voilà, on aime bien ton article, qui m'avait retweeté sur Twitter. D'ailleurs, Twitter c'est quand même un assez gros réseau social en fait pour se faire un peu connaître en crypto. Et donc voilà, ils avaient bien aimé mon article. Donc voilà, je m'étais fait retweeter par eux et au fur et à mesure en fait, j'avais rejoint aussi quelques events où en fait je commençais à faire grossir mon réseau. Mais moi, ce qui a marché pour moi, c'était en fait ma curiosité et surtout l'aspect recherche. Et après en fait, j'avais voilà un ami qui voulait lancer des nodes et qui m'avait dit voilà, toi tu connais un peu sur l'aspect recherche, tu connais bien les protocoles, si tu es intéressé, rejoins-moi en fait sur cette partie-là, comme ça toi tu discutes avec les projets vu que tu connais bien en fait cette partie-là. Donc j'ai rejoint de cette manière-là. Et Chorus One, en fait, je me suis fait remarquer bah déjà parce que je connaissais bien l'écosystème Cosmos et je commençais en fait à écrire pas mal de choses sur Cosmos. Et en fait, la team Chorus One recherche, je les avais rencontrés à un event qui s'appelle Cosmoverse, donc qui est un event en fait enfin, spécialisé sur l'écosystème Cosmos, et qui eux en fait recherchaient quelqu'un qui pouvait faire de la recherche sur Cosmos. Et donc voilà, en fait, ils étaient intéressés par mon travail et ils m'ont recruté de cette manière-là. Donc en fait, comment trouver un travail? Alors ce serait déjà, je dirais que c'est la crypto, c'est quand même encore un petit monde. Donc se faire connaître en fait, montrer, déjà trouver un truc qu'on aime bien et essayer de se faire connaître de cette manière-là. Moi, c'était voilà la recherche, faire des articles, publier des articles. Je me suis fait connaître de cette manière-là. Et après, voilà, la crypto, c'est un petit monde, donc on peut vite se faire connaître. Si on fait du bon travail, on peut quand même vite se faire connaître. On a des gens qui peuvent nous contacter, etc., assez rapidement. Ok, ok. Donc, si je résume, il faut s'intéresser et après s'impliquer dans l'écosystème et peut-être faire quelques events Exactement. pour avoir un peu de relation. Ok, très Ouais. intéressant. Et aussi, si je peux rajouter un truc, je dirais que l'anglais, c'est quand même important. Donc, essayer de voilà, faire des efforts en anglais, si on peut voilà, écrire des choses en anglais. Parce que français, ça reste quand même une niche. Et la crypto, en général, de manière générale, c'est quand même une niche. Donc voilà, essayer de faire des efforts en anglais, pouvoir écrire en anglais, parler avec des gens en anglais, c'est assez important. Ok, oui, bah, comme un peu comme dans la finance de manière globale, c'est vrai que l'anglais, c'est ce Ouais. qui est utilisé dans toutes les plus grosses banques. Ok, donc là maintenant, on va passer un petit peu plus du coup sur Chorus One. Tu nous as dit que tu travaillais pour eux, mais que tu pourrais nous expliquer ce qu'est Chorus One et aussi, bon, Ouais. je vais un peu spoiler, c'est un validateur, mais qu'est-ce qu'un validateur et quel est son rôle un peu dans la blockchain? Ouais. Alors, ouais, Chorus One, pour faire simple, c'est une entreprise en fait qui offre des services de staking. Et comment on fait ça? En fait, nous, on fait tourner en fait des nodes en fait sur différentes blockchains. Et un validateur, donc ouais, on considère. Donc des fois, certains disent validateur, certains disent node opérateur. J'ai l'impression que node opérateur, c'est surtout sur l'écosystème Ethereum, tandis que validateur, c'est un peu ailleurs, que ce soit Solana, Cosmos, Aptos, Sui, etc. Mais ouais, il y a un peu cette différence-là entre Ethereum et les autres écosystèmes. Mais ouais, donc nous, on a un validateur et notre rôle, en fait, c'est assez simple, hein. Notre rôle, c'est de valider les transactions qu'il y a sur la blockchain. Et en plus de ça, en plus de valider les transactions qu'il y a sur la blockchain, donc nous, on s'occupe des blockchains qui sont proof of stake, essentiellement. Ce qu'on offre aussi, c'est on offre une infrastructure pour sécuriser la blockchain. Donc, quand on parle de staking, en fait, le rôle d'un staker, c'est quelqu'un qui a des tokens. Donc, je vais prendre l'exemple de Solana, on a des tokens Sol et on aimerait en fait participer au réseau et en fait bénéficier de tout ce qui est transaction fees ou aussi bénéficier en fait d'avoir des rewards provenant de l'inflation du réseau. Donc pour faire ça en fait, on doit choisir un opérateur, un validateur comme nous, comme Chorus One, et on décide en fait de déposer
nos tokens Sol chez ce validateur-là. Et en échange, en fait, ce que fait le validateur, c'est que le validateur va offrir en fait l'infrastructure pour faire tourner le nœud et offre en fait les rewards provenant de la blockchain. Mais en échange de ce service, en échange de fournir cette infrastructure-là, on prend une commission sur les rewards qui sont offerts pour ceux qui déposent des tokens Solana. Donc en fait, c'est ça le rôle d'un validateur, c'est valider les transactions sur la blockchain, offrir une infrastructure pour ceux qui veulent staker leur token, et en plus de ça, offrir en fait une certaine sécurité pour la blockchain parce que plus il y a de monde qui stake leur token avec des validateurs, plus la blockchain est sécurisée. Donc, je crois qu'actuellement, sur Solana, on a à peu près 70% de la supply Sol qui est déposée chez des validateurs. Donc, on a comment dire, on a une economic security, c'est une sécurité économique de la blockchain qui est, je crois, qui est très élevée parce qu'il y a beaucoup de monde qui stake. Donc, c'est très dur, en fait, pour des acteurs, de mauvais acteurs, d'attaquer la blockchain Solana. Donc, voilà, c'est ce qu'est Chorus One et voici ce qu'on fait. En termes de blockchain, on est sur toutes les grosses blockchains de Layer 1. Donc, Ethereum, Solana, on est sur beaucoup de blockchain Cosmos, que ce soit DYDX, le Cosmos Hub, Osmosis et autres. Et on est sur Aptos, Free, et voilà, et d'autres blockchains de Layer 1, Avalanche, NEAR, etc. Ok, et du coup, j'avais une petite question justement sur les différentes blockchains. Comment vous faites pour les sélectionner? Est-ce que c'est en fonction de la demande des utilisateurs, de la hype, ou est-ce qu'il y a aussi un côté, est-ce que technologiquement elle est viable, est-ce qu'elle est sécuritaire? Voilà, quels sont vos critères pour sélectionner justement les différentes blockchains que vous souhaitez valider? Ouais, alors ça, c'est une très bonne question. Alors, je dirais que, en fait, la première étape, en fait, pour nous, c'est généralement, en fait, comme nous, on est assez connu en fait dans le milieu du staking et des validateurs. On a, je crois, à peu près entre 2 et 3 milliards en fait d'assets qui sont déposés sur nos nodes. On a beaucoup en fait de projets qui nous contactent directement pour qu'on soit en fait un validateur sur leur blockchain. Donc en fait, la première étape pour nous, c'est de regarder un peu ce que fait la team, ce que fait le projet en lui-même. Ça peut être potentiellement regarder la documentation ou faire des calls avec la team pour comprendre un peu plus ce qu'ils font. Et une fois qu'on a eu cette première étape, on arrive avec en fait une conclusion. Est-ce que ce que fait le projet est intéressant ou non? Est-ce que ça fait sens pour eux d'avoir leur propre blockchain ou non? Est-ce qu'on pense qu'il y a du potentiel? Est-ce que ils offrent en fait une solution à un problème qui existe actuellement ou non? Et en fonction en fait de cette sorte de due diligence, on décide en fait d'avoir une première étape qui est OK, on est intéressé par cette blockchain, potentiellement on va faire tourner notre infrastructure sur cette blockchain là. Une fois qu'on a cette première étape de passer, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de voir ce que pensent les gens de cette blockchain-là. Est-ce que eux aussi, est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que eux sont intéressés par cette blockchain-là? Ça peut être, est-ce qu'ils ont des investisseurs? Parce que généralement aussi, comme on offre du staking pour des institutions, on a des investisseurs en fait qui potentiellement investissent dans des projets ou non, et qui eux aussi vont nous contacter pour dire voilà, on a cette partie-là en token, on aimerait les déposer chez un validateur. Est-ce que vous allez accepter ce réseau-là? Donc en fonction en fait de cette demande-là, donc ça va nous pousser aussi à rejoindre cette blockchain-là. Mais je dirais que voilà, c'est comme ça qu'on rejoint un réseau. On a une première étape de due diligence pour comprendre un peu ce que fait la team, comprendre un peu s'il y a vraiment, ils répondent à un problème ou répondent à une demande. Ensuite, voir un peu la demande qu'il y a sur le marché. Et si on voit qu'il y a une demande intéressante et on voit qu'il y a cette blockchain-là a un potentiel, et ben du coup là on arrive, on fait appel à nos ingénieurs et nos ingénieurs commencent à faire tourner des nodes. Donc généralement la première étape c'est faire tourner des nodes sur un testnet et ensuite faire tourner des nodes sur le mainnet. Mais ouais, généralement quand on essaye de se placer sur un réseau, on essaye d'arriver avant mainnet. Donc on essaye d'arriver quand c'est les premières étapes d'un réseau, le testnet. Comme ça on se fait un peu la main sur le réseau et ensuite on continue sur le mainnet. Ok, donc pour résumer, des projets, on va dire, qui sont quand même intéressants, avec le côté aussi traction pour que ce soit quand même rentable pour vous justement de valider. Ok, très Exactement. intéressant.
Et j'avais une autre petite question. Justement, vous avez énormément d'assets qui sont stakés dans vos validateurs. Comment vous faites pour gagner la confiance des différents holders qui vont justement déléguer les cryptos chez vous et aussi tout ce qui est droit de vote et tout ça? Ouais. C'est plus par votre historique, c'est parce que vous vous différenciez de certains concurrents. Enfin, comment vous faites pour justement réussir à Ouais. attirer les personnes? Alors, je dirais, par rapport à l'histoire de Chorus One, en fait, notre CEO qui s'appelle Brian, donc Brian était, avant de créer Chorus One, il était Chief Commercial Officer chez Tendermint. Tendermint qui est à l'origine de l'écosystème Cosmos. Et en fait, Brian était, c'est lui qui a en fait dirigé l'ICO du token Atom. Donc, c'était lui en fait qui s'est occupé de l'ICO Atom. Donc, Brian, c'était quelqu'un qui était déjà assez connu dans l'écosystème Cosmos. Enfin voilà par rapport à ce qu'il a fait avant et donc il a vu en fait que le proof of stake commençait à avoir beaucoup de traction et il a décidé en fait de quitter Tendermint pour lancer en fait pour se lancer en fait sur l'infrastructure sur les blockchains proof of stake. Et on a commencé en fait avec Cosmos et grâce à Brian en fait on avait déjà voilà on était déjà connu en fait sur l'écosystème Cosmos. Et en plus de ça, voilà, on avait de très bons ingénieurs. Donc, en fait, nous, notre rôle, c'était vraiment de fournir une infrastructure stable avec la meilleure performance possible pour pouvoir, en fait, attirer non seulement des acteurs retail, mais aussi des institutionnels. Donc, des gens qui avaient voilà, beaucoup d'argent. Et en fait, voilà, en fait, montrer qu'on est un acteur stable, qu'on a une très bonne performance, qu'on a une très bonne expertise sur les blockchains Cosmos pour ensuite qu'ils puissent déléguer chez nous. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. Chorus One, ça a commencé sur Cosmos. Et ensuite, on s'est étendu sur différents acteurs. Et en fait, je pense que la force de Chorus One, ça a été de dénicher les meilleurs projets, les meilleurs protocoles très tôt. Par exemple, on a déniché le protocole Lido sur Ethereum très tôt. D'ailleurs, Chorus One a investi aussi dans Lido, enfin voilà, quand c'était absolument pas connu à l'origine. Et on a été le premier opérateur sur Lido. Et donc, grâce à ça aussi, on s'est fait connaître sur Ethereum. Et aujourd'hui, voilà, Lido, c'est enfin le plus gros protocole de liquid staking sur Ethereum et délègue pardon, une très grosse partie des Ethers qu'ils reçoivent en fait chez nous. Et ça a été aussi la même chose en fait avec Solana. Donc c'est pareil en fait. Solana, en fait, Brian, notre CEO, c'est quelqu'un qui est passionné par les blockchains et qui essaie de comprendre en fait tout ce qui se passe. Et donc, pour Solana, en fait, Brian a connu Anatoly en 2019. C'est au moment où Anatoly avait un peu du mal pour lever des fonds, en fait, pour Solana. Et à ce moment-là, Brian voulait aussi lever des fonds pour Chorus One. Donc, il a été à San Francisco et il a fait la connaissance d'Anatoly. Ils ont partagé les mêmes bureaux. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait, la relation entre Chorus One et Solana a commencé. Et ouais, donc, quand Solana a commencé à recevoir des fonds et qu'il y a eu le testnet, nous, on était un des premiers opérateurs en fait à être sur le testnet sur Solana. Donc, je pense que ouais, la force de Chorus One, c'est être voilà, très rapidement sur les réseaux et être là dès le début et aider le plus possible. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que, en plus de fournir notre infrastructure, on essaie de comprendre le protocole et fournir le plus de feedback possible à la core team, de manière à ce que la core team en fait voit le travail qu'on fait, voit qu'on fait du très bon travail, et de cette manière-là, en fait, on arrive à recevoir en fait plein de fonds parce que après, on a en tant qu'opérateur, on se fait connaître de cette manière-là. Voilà, la team Solana, la team Lido ou les blockchain Cosmos disent plein de bonnes choses de nous. Et donc voilà, on arrive à en fait recevoir des fonds en fait de cette manière-là. Donc je pense que c'est ça qui fait la force de Chorus One. Ok, donc on dirait que ce serait la réputation, le fait d'être pionnier sur pas mal de blockchains et après d'avoir forcément une infrastructure qui tourne parce que si à chaque fois ça ne fait que bugger et qu'il y a des fonds qui peuvent être slashés, forcément ça se passerait pas très bien. Ok, bah, très intéressant. Ouais. Et après, au niveau de vos services, je voulais savoir si vous fournissez d'autres services que validateurs. Et est-ce que vous alliez le faire, par exemple, essayer d'aider à la décentralisation des layers 2, des services, pourquoi pas d'API pour obtenir des données, services RPC, relayeurs, par exemple, sur Cosmos, qui est un écosystème que vous suivez pas mal. Donc, savoir s'il y avait aussi ces services-là ou si c'était principalement un service de validateur. Ouais, non, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que pour nous, pour l'instant, on se concentre énormément sur l'infrastructure. On fournit des RPC.
Sur certaines blockchains, on fournit des RPC sur à peu près toutes les blockchains Cosmos qu'on supporte. On fournit des RPC sur Solana et alors sur Ethereum, je suis pas sûr, je ne pense pas, je crois pas, mais on fournit en tout cas Solana et Cosmos, où on fournit des RPC. Au niveau des relayeurs sur Cosmos, pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que on n'a pas forcément, enfin, nos ingénieurs préfèrent en fait garder l'infrastructure. Et c'est vrai que ça nous ajoute en fait de l'infrastructure supplémentaire de faire tourner des relayeurs. Et actuellement, en fait, le service de relayeur sur Cosmos, c'est pas en fait quelque chose où les relayeurs en fait ne gagnent pas forcément de l'argent. C'est quelque chose en fait assez complexe parce que l'idée en fait des relayeurs, c'est qu'ils vont vers les fondations, les fondations délèguent sur leurs validateurs et en échange de cette délégation là, eux ils fournissent en fait des services de relayeurs. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas, enfin on n'a pas forcément on fournit pas encore ce service-là et je crois que pour le moment c'est pas prévu. Il y a déjà de très bonnes teams de relayeurs sur Cosmos, donc c'est déjà, enfin pour moi c'est déjà assez. Sinon, ce qu'on fait en dehors du service d'infrastructure, donc on a cette partie investissement où on investit en fait sur des projets et on essaye de les aider à grossir, que ce soit en fait sur la partie stratégie, sur la partie infra, sur la partie même nous, vu qu'on est connecté avec de nombreuses blockchains, de nombreux bridges, on les aide aussi sur cette partie business development à faire des intros, etc. Et on a aussi une grosse partie qui est recherche. Je fais partie de cette team-là, qui est en fait fournir des articles de recherche. Donc, c'est des articles vraiment assez longs et très détaillés sur plusieurs sujets en fait qu'on trouve très intéressants. Par exemple, on a écrit pas mal d'articles de recherche sur le restaking en général, surtout sur Ethereum avec EigenLayer et avec Symbiotic. On fait voilà des articles de recherche sur que ce soit du MEV, on peut faire des articles de recherche sur le staking en général ou sur des layers 2, sur le séquenceur par exemple. Donc ouais, on a cette partie-là. Et sinon, en dehors de ça, alors tu as mentionné la partie séquenceur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde avec attention. Le seul souci actuellement avec la partie séquenceur, c'est qu'on a beaucoup de blockchains de layer 2, hein, que ce soit Arbitrum, Base, Optimism, et qui ont leur séquenceur, mais c'est que cette partie-là, en fait, est centralisée. Et pour le moment, donc on discute avec ces teams-là, pour le moment, ils sont pas forcément intéressés pour décentraliser cette partie-là et onboard en fait des opérateurs. Pourquoi? Principalement parce qu'ils font énormément d'argent en faisant tourner ce séquenceur-là tout seul. J'avais fait les calculs, je crois que la semaine dernière. Et si je prends l'exemple de Base, donc Base, en faisant tourner leur séquenceur eux-mêmes, ils font à peu près 4 millions. Ils ont fait 4 millions net de profit sur tout le mois de juin, qui est énorme. Donc ça, c'est pour Base. Pour Arbitrum, sur tout le mois de juin, en profit net, juste en faisant tourner leur séquenceur, ils ont fait à peu près, c'est un peu moins, je crois que c'est un peu moins de 4 millions. Et Optimism, c'est à peu près 2 millions. Donc c'est en fait, c'est une énorme rentrée d'argent pour eux. Et c'est vrai qu'ils sont pas en fait très ouverts en fait à décentraliser cette partie-là parce qu'ils font beaucoup d'argent là. Donc peut-être que voilà, pour le moment, ils préfèrent en fait centraliser cette partie-là histoire d'avoir beaucoup de fonds. Et une fois qu'ils pensent que c'est assez pour eux, peut-être qu'ils vont décentraliser cette partie-là et avoir un peu quelques opérateurs. Mais ouais, c'est le gros problème actuellement entre les layer 2 et le sequencer. Ok, bah, super intéressant. Une petite dernière question sur Chorus One, après on passera peut-être sur d'autres sujets un peu plus larges. Tu nous as parlé de Chorus Venture. Du coup, je pense que ça Ouais. peut être intéressant de savoir quels sont vos critères pour sélectionner les projets à soutenir, parce qu'il y a pas mal de personnes justement qui se disent qu'ils ne savent pas trop dans quel projet investir, qui vont plus essayer de suivre la masse, les bruits, et souvent quand on entend sur Twitter qu'un projet sort énormément, c'est souvent un peu trop tard pour rentrer dessus. Donc vous, je suppose que vous faites des due diligence, que vous vérifiez que la team est vraiment là, enfin voilà. Quels sont les critères que vous regardez principalement pour sélectionner les projets à soutenir? Ouais. Alors ça, c'est une bonne question. Alors nous, on regarde deux choses. La première chose, c'est vrai que nous, en fait, on veut voir si ce que fait la team a un lien avec notre core business. Est-ce que c'est lié à de l'infrastructure? Est-ce que c'est lié au staking ou pas? Et c'est vrai on investit majoritairement en fait sur cette partie-là. Et après, on regarde en fait que fait cette team. Est-ce que on peut utiliser leur technologie pour potentiellement améliorer notre infrastructure? Est-ce que ça va nous aider peut-être à avoir une meilleure performance ou peut-être à capturer plus de revenus?
on regarde cette première chose et ensuite on regarde si c'est pas le cas, on regarde en fait l'upside. Potentiellement, si on investit là, est-ce que voilà, on va faire un gros multiple sur ce projet-là ou pas? Donc il y a ces deux parties-là. Il y a une partie où c'est purement en fait, on va dire spéculatif, vraiment sur l'upside, et une autre partie où c'est vraiment est-ce que ça nous aide dans notre vie de tous les jours, est-ce que ça nous aide dans notre infrastructure là? Donc on a ces deux parties-là. Et on a en fait des parties où ça nous fait les deux. Ça peut nous améliorer notre infrastructure et ça a aussi beaucoup d'upside. Donc ouais, donc on a ces deux parties-là. Ensuite, en termes de due diligence, ce qu'on fait, c'est alors on essaie de comprendre. C'est un peu, je dirais que c'est un peu la même chose qu'aller sur un réseau, une blockchain de layer 1 ou de layer 2. On fait des premiers calls avec la team, comprendre un peu ce qu'ils font exactement, comprendre s'ils répondent vraiment à un problème, comprendre si la team en elle-même, est-ce qu'elle fait sens? Est-ce que, je sais pas, au sein des cofondateurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est très axé commercial, qui peut faire des partenariats avec d'autres projets, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un de très technique qui comprend bien la stack et qui comprend bien en fait l'écosystème? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est, je sais pas, très bon en termes de opérationnel, management, etc. On essaie de comprendre en fait si la team fait sens, comprendre si en fait ils répondent à un problème, et ensuite il y a une partie qui est valorisation. C'est est-ce que pour nous, investir à ce stade-là, à cette valorisation-là, est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que on trouve c'est pas cher du tout justement, et donc dans ce cas-là, on peut investir beaucoup. Est-ce qu'on trouve que c'est trop cher, et dans ce cas-là, si c'est trop cher, des fois, ça peut arriver, hein, on a une team qui est vraiment très bonne. On comprend en fait ce qu'ils font, ça fait sens, mais on trouve que voilà, la valorisation à ce prix-là, en fait, c'est beaucoup trop élevé. Donc, donc là, ce qui peut arriver, c'est soit on peut investir, mais dans ce cas-là, ce sera un ticket très faible, ou alors des fois, enfin, ça peut arriver où la valo, on trouve que ça fait pas sens du tout, mais dans ce cas-là, on n'investit pas. Mais ouais, enfin voilà, ce qu'on fait, c'est assez similaire à juste rejoindre un réseau, hein. C'est parler avec la team, comprendre si la team fait sens, comprendre le problème qu'ils essayent de résoudre, et à la fin, voilà, comprendre si ça a un potentiel ou pas. Donc nous, pour te donner une idée en termes d'investissement qu'on a fait, on a investi dans Lido. Lido, en fait, ça a fait sens directement. Pourquoi? Parce que sur Ethereum, en fait, il y a un très gros problème qui est, si tu es un staker et que tu veux staker tes Ethers, bah, tu dois en fait staker 32 Ethers. Et 32 Ethers, actuellement, au prix actuel, et même avant, hein, c'était quand même beaucoup d'argent. Et en fait, l'idée de Lido, en fait, c'était avec voilà, un Ether ou même moins, tu peux en fait déposer chez Lido et staker, en fait, participer en fait au staking sur Ethereum. Et en plus de ça, tu reçois un token qui est le STETH, et que tu peux déposer en plus de ça en DeFi, et avoir en plus de tes rewards de staking, tu peux en fait gratter du yield sur la DeFi. Donc ça fait sens en fait directement pour nous. C'est pour ça qu'on a investi dans ce projet-là. On a investi dans Solana au tout début. On avait investi dans beaucoup de projets Cosmos. On avait investi dans Osmosis au début, dans Celestia aussi au début. On a investi dans, voilà, en fait, beaucoup de blockchains de Layer 1, beaucoup de bridge aussi. On avait investi dans Axelar, on a investi dans Wormhole aussi. Parce que voilà, tout ça, ça nous faisait sens. Ce qui faisait sens, c'est que voilà, on voyait en fait beaucoup de blockchains proof of stake qui arrivaient. Et on s'est dit, voilà, le monde est multi-chain. Pour qu'il y ait un monde multi-chain qui fasse sens, il faut qu'il y ait des protocoles de communication. Il faut qu'il y ait des bridges, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même investi, on investit quand même pas mal, en fait, sur beaucoup de bridges, hein, Axelar, Wormhole, enfin, je crois que c'était nos principaux investissements. On a investi aussi dans d'autres. Mais ouais, voilà. Voilà, en gros, notre manière de fonctionner. Ok, donc on va dire que vous utilisez votre edge ou votre avantage de la connaissance de l'infrastructure pour comprendre si ça fait du sens. Donc ça, je trouve que c'est important pour un investisseur justement d'utiliser son avantage. Je sais pas, une personne par exemple dans l'immobilier, elle peut peut-être aller sur Realty parce que justement elle a les connaissances et qu'elle peut justement être un peu supérieure à la masse. Et après, en fait, vous faites preuve de bon sens en vous disant est-ce que ça sert à quelque chose et est-ce que la team peut soutenir le projet, pour résumer. Ok, bah, ça me semble assez logique. Donc maintenant, on va passer sur un sujet où je pense que tu t'y connais plutôt pas mal, c'est-à-dire Cosmos. Alors, Ouais. du coup, ma première question, ce serait pourquoi vous validez cette blockchain?
Et ensuite, ce Mm. serait plus que penses-tu du futur de Cosmos avec la baisse de l'inflation? Est-ce que Atom 2.0 pour toi c'est obligatoire pour justement le fonctionnement de Cosmos? Bon, là, on va dire plus pour l'économie du jeton Cosmos qui pour l'instant, on va dire, n'a pas forcément une énorme utilité par rapport à sa market cap. Donc voilà, je te laisse Ouais. développer là-dessus. Ouais, bien sûr. Alors, pourquoi on valide Cosmos? Ben, alors, Cosmos, Chorus One valide Cosmos avant que je rejoigne la team, hein. C'était essentiellement parce que Brian était chez Tendermint et c'était au moment du lancement de la blockchain Cosmos. Et donc, lui, quand il a lancé Chorus One, la première blockchain qu'il a validée, bah, c'était Cosmos Hub. Donc, voilà comment ça a commencé. Pour moi, actuellement, pourquoi j'aime bien Cosmos? C'est essentiellement parce qu'il y a beaucoup d'innovations sur Cosmos. Et j'aime beaucoup, en fait, le fait que, enfin, voilà, c'était une des toutes premières blockchains proof of stake. C'est un des, Jaquan et Ethan étaient un des premiers fondateurs, en fait, à implémenter le concept de Byzantine Fraud Tolerant sur les blockchains Cosmos, le principe de BFT qui est aujourd'hui utilisé par plein de blockchains proof of stake. C'est le fait de, voilà, on est, il y a plusieurs validateurs sur la blockchain qui valident, on va dire, la blockchain Cosmos. Si on a au moins un tiers du voting power ou un tiers du voting power des validateurs qui sont, euh, qui sont malicieux, ils peuvent, s'ils veulent, arrêter la blockchain. Mais si c'est moins d'un tiers, bah, la blockchain tournera continuellement. Donc c'est un peu ce concept-là qui est implémenté un peu partout aujourd'hui. Et j'aime beaucoup l'innovation sur Cosmos. Pourquoi? Parce que, enfin, ils ont été assez assez visionnaires dans le sens où, pour eux, directement, en fait, ils pensaient clairement que le futur était multi-chain. Et ils se sont dit, pour que le futur soit multi-chain, on doit créer une infrastructure qui soit facilement utilisable par plusieurs teams qui veulent créer leur propre blockchain. Et en plus de ça, on doit créer un protocole de communication qui est aujourd'hui le protocole IBC, qui permet en fait entre ces différentes blockchains de communiquer les unes avec les autres. Donc, je pense ils ont été voilà très visionnaires dans ce sens-là. Et aujourd'hui, en fait, si on regarde toutes les blockchains de Layer 1 qui se lancent, mais une très grosse partie, et même sans forcément le savoir, mais une très grosse partie utilise le Cosmos SDK. Donc, je peux utiliser l'exemple de, par exemple, Say Network qui utilise le Cosmos SDK. On a Berachain qui va se lancer, je crois, cette année, qui utilise aussi le Cosmos SDK. On a Injective, on a DYDX, par exemple, qui a décidé, eux, de bouger en fait d'un layer 2 vers une blockchain Cosmos qui utilise le Cosmos SDK. Donc voilà, moi j'aime le fait que voilà, on a une infrastructure qui a été testée depuis des années, qui fonctionne très bien. Et en plus de ça, on a un protocole IBC qui permet en fait de communiquer facilement entre ces différentes blockchains. Je pense que voilà, l'innovation sur Cosmos est très présente et très forte. Après, sur le Cosmos Hub en lui-même et le token Atom, c'est vrai que actuellement en fait, on a un très gros problème dans la communauté qui est de comment définir le token Atom. Est-ce que c'est un token qui doit uniquement être lié au staking et c'est un token en fait qu'on stake, on reçoit des rewards et on utilise la sécurité économique du Cosmos Hub pour potentiellement sécurité d'autres blockchains qu'on appelle des consumer chains. Ici, on a avec le Cosmos Hub, on a Interchain Security qui est utilisé avec Stride et Neutron. Est-ce que c'est uniquement un token pour le staking ou est-ce que c'est un token qui doit être utilisé comme une forme de monnaie? On doit mettre du token Atom un peu partout, dans tous les protocoles de DeFi, dans tous les protocoles de, je sais pas, lending, borrowing, etc. Donc, aujourd'hui, sur Cosmos et sur le token Atom, il y a ces deux visions. Il y a, non, enfin, moi, je veux que le token Atom soit uniquement lié à la sécurité et on doit avoir une grosse sécurité économique, on doit avoir plus de 66% des tokens Atom qui doivent être stakés et on doit utiliser la sécurité économique du Cosmos Hub pour sécuriser d'autres blockchains. Et on a une autre vision qui est non, Atom, pour que ça fasse sens, il faut mettre Atom partout, dans tous les protocoles DeFi, etc. Moi, pour l'instant, je suis encore dans le camp du Atom doit être un token de staking, dans le sens où c'est en fait actuellement la grosse proposition de valeur d'Atom dans l'écosystème Cosmos
en tout cas, c'est sa sécurité économique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le token Atom commence à baisser. Et là, du coup, de fait, de facto, en fait, la sécurité économique du Cosmos Hub baisse aussi. Et dans ce cas-là, pour d'autres blockchains d'utiliser la sécurité économique, est-ce que ça fasse sens? Est-ce que ça fait sens? Surtout qu'aujourd'hui, tu as des protocoles comme Eigenlayer et tout qui ont des très gros, enfin, beaucoup de TVL et qu'ils peuvent aussi utiliser ces options-là. Mais je suis pas forcément convaincu pour utiliser en fait le token Atom comme une forme de monnaie, simplement parce que pour moi, c'est pas utiliser Atom comme une forme de monnaie, ça fait pas forcément sens, hein. C'est un token très volatile. Si tu le hold enfin voilà, là il y a quelques mois c'était à 10, aujourd'hui je crois que c'est à 5. Si tu utilises Atom comme forme de monnaie, bah tu as perdu 50% de ta valeur comparé au dollar ou à l'euro. Donc c'est pas forcément une forme, enfin c'est pas du tout une forme de monnaie pour moi. Mais ouais, il y a ces deux visions-là. Pour moi, il y a encore un gros problème sur Atom qui est ouais, que doit faire Atom et comment utiliser le token. Ça peut peut-être faire sens à un moment donné. À un moment donné, il y avait des discussions avec Osmosis pour potentiellement que Cosmos Hub fasse une fusion avec Osmosis et donc du coup qu'on ait en fait un DEX sur le Cosmos Hub. Voilà, ça peut aussi faire sens. Mais ouais, aujourd'hui, je dirais c'est très confus. C'est très confus. Et après, ça n'empêche pas que la tech Cosmos soit très bonne, hein, parce qu'il y a beaucoup de teams qui vont créer en fait leur propre blockchain pour, avec le Cosmos SDK, mais c'est juste le token Atom en lui-même. Honnêtement, c'est très confus. Et même moi, honnêtement, pour être honnête, je suis assez perdu. Je vois Interchain Security, ça n'a pas forcément eu beaucoup d'impact. Ça a été utilisé que par deux blockchains. Dans le sens, je ne suis pas forcément convaincu par Atom comme forme de monnaie. Donc ouais, je suis aussi un peu, on va dire, très confus. Très confus. Non, mais je suis un peu comme toi. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'incompréhension sur certains problèmes. Par exemple, pour moi, l'inflation, beaucoup de personnes disaient que c'était le problème sur le jeton Atom, mais en fait, c'était juste une inflation punitive pour les personnes qui ne stackaient pas. Donc, pour moi, on Ouais. n'avait pas forcément besoin de l'abaisser. Et après, ouais, moi aussi, je trouve que la technologie est très intéressante avec ce Cosmos SDK, donc cette boîte à outils qui permet une interopérabilité native et qui est utilisée partout. Et après, c'est vrai que c'est assez compliqué de se positionner. J'ai l'impression qu'il faut plus essayer d'un point de vue investisseur, en tout cas, plus d'aller sur les projets autour, peut-être avoir un peu de Cosmos aussi, pour par exemple jouer les airdrops. Et du coup, les airdrops, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, c'est juste un outil marketing? Est-ce que ça permet aussi de décentraliser un peu le projet? Voilà, qu'est-ce que Ouais. tu en penses? Je pense que c'est l'un des gros points forts et c'est ce qui permet de garder quand même un peu de hype sur le jeton Atom, justement, c'est qu'on se dit qu'on peut avoir pas mal de retours. Et c'est vrai que Ouais. si la performance du jeton Atom a été moyenne, c'est vrai que pour les personnes qui en stakaient, on a quand même pu avoir, par exemple, du Celestia, du Dimension, qui ont quand même permis de pas mal Ouais. rattraper la petite performance du jeton Atom. Ouais. Ouais. Alors pour la partie airdrop, alors déjà, je pense que la partie airdrop, c'est quelque chose que Cosmos fait très bien. Parce que comme tu l'as dit, hein, ça a assez bien marché. Et voilà, si tu as staké, tu as Atom, tu as eu accès en fait à l'airdrop Osmosis au début, qui était un assez gros airdrop, l'airdrop Juno, l'airdrop Celestia, l'airdrop Dimension. Donc je pense que c'est quelque chose qui est très bien fait sur Cosmos. Je dirais que pour moi, l'airdrop, c'est un outil marketing. C'est essentiellement en fait voilà, donner en fait des tokens pour moi, c'est vraiment un coup marketing, hein. C'est donner des tokens à d'autres communautés pour les attirer et faire en sorte qu'ils utilisent ton produit. Donc, je prends l'exemple de Celestia. Celestia qui a airdrop, je crois, enfin voilà, au staker d'Atom, je crois au staker de Osmosis aussi, mais aussi à des contributeurs GitHub sur certains projets et aussi des développeurs Ethereum. Donc c'est une manière pour eux en fait de les attirer vers Celestia et de faire en sorte que peut-être qu'ils soient potentiellement intéressés par le projet parce qu'ils ont eu enfin, voilà de l'argent du projet et potentiellement après devenir développeur et construire des choses sur ce projet-là. Donc ouais, pour moi, les airdrops, c'est surtout un outil marketing qui fonctionne assez bien, généralement assez bien, surtout sur Cosmos. Je dirais que aujourd'hui, il faut aussi faire en sorte que, par exemple, je prends le token Atom, euh,
c'était bien dans les années précédentes. Est-ce que ça va continuer de cette manière-là? Je ne sais pas. Est-ce que les nouveaux projets qui arrivent, qui utilisent le Cosmos SDK, vont forcément airdropper au staker d'Atom? Ça, c'est un gros point d'interrogation pour moi. Parce que voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de blockchains, on a je sais pas, par exemple, je parlais avec la team Astria qui utilise le Cosmos SDK, et eux, leur but, en fait, c'est de fournir une infrastructure qui est un séquenceur décentralisé pour différents roll-ups sur Celestia, mais aussi potentiellement des Layer 2 ou des roll-ups sur Ethereum. Et eux, ils disaient, voilà, nous, on est très proche de la team Celestia. On n'est pas forcément très proche du Cosmos Hub. Notre produit ne va pas forcément être utilisé par le Cosmos Hub. Est-ce que ça fait sens en fait d'airdrop au staker d'Atom? Staker de Celestia, oui, ça fait sens parce qu'on va utiliser Celestia et Celestia en fait va nous utiliser. Staker d'Atom, pas sûr. Et je commence à voir en fait de plus en plus de teams avoir ce discours-là. Et ouais, en fait, pour moi, la fonction du airdrop, c'est OK, je suis un projet, quel type de communauté je veux target, et est-ce que ça fait sens pour moi de target en fait certaines communautés ou non? Et voilà, parce que ça a un coût marketing, des fois ça peut avoir un coût marketing qui peut être assez cher, hein. Je crois que l'airdrop Arbitrum, c'était un coût, je crois, à plus d'1 milliard, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un coût énorme. Donc je pense qu'on va avoir au fur et à mesure du temps voilà, des teams qui vont faire des airdrops, ça j'en suis convaincu, parce que c'est bien pour le marketing, c'est bien pour attirer des gens, mais voilà, qui vont en fait choisir plutôt des projets plutôt que d'autres, certains projets plutôt que d'autres, et au fur et à mesure, le Cosmos Hub et Atom, je ne sais pas si ça va attirer autant d'airdrops qu'avant. Ok, ouais, bon, ils vont peut-être un peu plus recibler les personnes pour avoir pour plus peut-être attirer des développeurs et des personnes qui peuvent vraiment leur servir que juste attirer une communauté comme ça. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pour ça que je sais pas trop comment ça va se passer pour Atom aussi dans le futur. Du coup, ensuite, je voulais passer sur un sujet qui a un rapport avec Atom. L'interopérabilité, du coup, moi je pense que c'est un sujet primordial pour l'adoption de masse, pour justement pas avoir ce problème de, par exemple, fragmentation de la liquidité, avoir à chaque fois devoir changer d'une blockchain à une autre, même d'un point de vue sécuritaire, pour l'instant on utilise des bridges, mais on voit que c'est ce qui est le plus attaqué. Donc pour toi, déjà, qu'est-ce que tu en penses? Pour toi, quels sont les projets les plus avancés et à quand une réelle interopérabilité, même si je pense que ça va pas arriver tout de suite, mais qu'on a pas mal de projets qui travaillent dessus. Ouais, pour l'interopérabilité, je suis tout à fait d'accord, hein. Pour moi, c'est clair maintenant que le monde est multi-chaîne, qu'on a plein de blockchains et que c'est important en fait pour les utilisateurs qui puissent en fait bouger leur fonds en fait d'une blockchain à une autre de manière facile, mais aussi sans forcément se rendre compte. Je crois que ça, c'est le truc qui nous manque encore énormément. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément énormément de teams qui travaillent sur ce point-là. Mais pour qu'on puisse en fait attirer beaucoup d'utilisateurs et des utilisateurs qui connaissent pas forcément l'infrastructure qu'il y a derrière, il faut en fait qu'ils puissent bouger leur fonds en fait d'une blockchain à une autre sans s'en rendre compte. Ça, c'est super important. Par exemple, j'ai mon petit frère qui connaît pas énormément la crypto, qui a commencé sur Solana, donc a commencé à faire quelques trades sur Solana, et ensuite je lui ai parlé de Base, parce que lui il était un peu sur les meme coins. Et après je lui ai parlé de Base et je lui ai dit voilà, si tu veux en fait aller sur Base, il faut que tu bouges en fait tes fonds de Solana vers Base. Et là il m'a dit mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi un bridge, je reste sur Solana, c'est bon, je m'en fiche de Base, laisse-moi tranquille. Donc voilà, je crois que c'est encore un gros problème. Bon, je pense qu'il y a des innovations, je dirais, sur Cosmos, surtout avec le wallet Kepler. Aujourd'hui, c'est possible en fait de bouger en fait ces tokens en utilisant IBC d'une blockchain à une autre directement via le wallet Kepler ou via le wallet Leap aussi. Il y a aussi des Leap sur Cosmos. C'est fait assez bien, hein. Par exemple, on a Destination Chain, on choisit Destination Chain et on peut bouger ses fonds. C'est fait en quelques secondes. Je crois que ce qui est encore mal fait, c'est encore en dehors d'IBC, entre, je sais pas, si je veux bouger mes fonds de Solana, Ethereum, faut utiliser une interface spécifique. Par exemple, la dernière fois, j'ai utilisé Wormhole. C'est un calvaire d'utiliser Wormhole. C'est super compliqué. La dernière fois, je crois que j'avais même perdu mes fonds. Je les retrouvais plus sur Ethereum.
fallait faire un copier-coller de mon hash de transaction, le remettre sur un truc pour que je puisse récupérer mes fonds. Je me suis dit, mais enfin, un utilisateur qui connaît rien au bridge, jamais il va y arriver. Euh, Moi, ce que je voudrais voir en fait sur l'interopérabilité, c'est des teams en fait qui travaillent sur ce produit-là et potentiellement en fait utiliser des bridges en dessous, hein, comme Wormhole ou comme d'autres, mais en fait utiliser un produit qui puisse, enfin, j'aimerais en fait qu'ils utilisent des protocoles. En fait, j'aimerais plus du tout qu'il y ait l'aspect en fait blockchain. J'aimerais qu'il y ait juste l'aspect en fait produit. Et voilà, si j'ai un protocole sur Ethereum, j'ai ces fonds-là, finalement, je voudrais les bouger et je voudrais utiliser un produit sur Solana. Bah voilà, via une interface ou via un bridge ou pardon, pas un bridge, via un wallet ou via une interface spécifique, bouger ces fonds-là de manière rapide sans m'en rendre compte que je bouge d'une blockchain à une autre. Mais ça, c'est quelque chose, en fait, je pense que ça prend du temps. J'ai aussi l'impression que les gens sont plus intéressés par l'infrastructure, lancer des tokens rapidement et faire des profits là-dessus, plutôt que vraiment, en fait, améliorer l'expérience utilisateur. Et je crois que enfin, ça, c'est quelque chose qui est assez dommage. Mais ouais, c'est encore un gros problème. Je pense que ça va encore prendre du temps. Après, je commence à voir quand même quelques teams travailler sur ces aspects-là, mais c'est pas encore enfin, très développé. Ok, ok, bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Pour moi, je pense que c'est l'abstraction de compte, la compte abstraction qui va permettre justement Ouais, d'apporter ça, le fait de ne même pas savoir qu'on utilise la blockchain et que tout soit caché exact, avec une expérience utilisateur améliorée, un peu comme sur Internet. C'est vrai que si on dit c'est quoi exactement. HTTPS, la plupart des personnes ne savent même pas et donc ils utilisent juste Internet de manière la plus facile. Et Mais la tu as plus simple. l'exemple de Polymarket, qui est, enfin, tu sais, cette plateforme où tu peux faire des paris en ligne. Enfin, aujourd'hui, c'est très utilisé. Ils font beaucoup de volume, surtout par rapport aux présidentielles américaines. Donc, tu peux parier que ce sera Donald Trump qui sera président ou Kamala Harris qui sera président. Et en fait, j'ai testé ce produit-là la semaine dernière. Et l'interface est magnifique, hein. Donc, tu te connectes en fait avec ton email. Tu as un dépôt en USDC et tu as des dépôts en fait où tu peux juste utiliser ben, voilà, ton compte en banque pour déposer des fonds directement sur l'application. Mais après, c'est une application qui est uniquement sur Polygon aujourd'hui. Et donc, je vois en fait de l'amélioration pour faire en fait de l'abstraction de crypto sur certains produits, sur certaines applications. Mais pour le faire multi-chain, c'est pas encore le cas. Par exemple, moi, j'avais déposé des USDC. Voilà, j'ai dû, enfin voilà, bouger des fonds en utilisant Polygon, en faisant un bridge en fait Polygon, enfin Ethereum, je crois Polygon, et ensuite faire mon deposit. Mais voilà, enfin certaines applications sur certaines blockchains on commence à voir du progrès. Mais après, multi-chain, c'est pas encore là. On n'y est pas encore. Ok, ouais, c'est plutôt au compte-gouttes. Ensuite, un autre sujet, du coup, ce serait la législation. Et pour moi, est-ce que la législation peut nuire aux validateurs? Alors, pour moi, d'un côté, ça va apporter de la liquidité parce qu'il y a des acteurs régulés qui vont pouvoir rentrer. Mais de l'autre, il peut peut-être avoir des règles qui vont limiter votre rôle. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, ouais, très bonne question. Alors, juste pour faire, par rapport à Chorus One, donc nous, l'entreprise est basée en Suisse. Et niveau législation et régulation, c'est assez clair. Donc pour le moment, on n'a pas de souci. Et pour moi, législation, on aimerait avoir beaucoup plus de clarité à ce niveau-là. Et je pense que justement, la législation, ça va aider à l'adoption. Par exemple, nous, c'est vrai qu'en termes de marché, Chorus One vise pas forcément des gens retail, même si on a des gens retail qui déposent chez nous. On vise en fait essentiellement des fonds d'investissement, des banques, des fonds en fait des VC aussi. Donc c'est surtout ça en fait qui fait notre grosse partie du marché. Et ces gens-là en fait sont, enfin voilà, pour eux, il faut de la régulation, il faut que les choses soient claires pour qu'ils puissent déposer des fonds. Donc c'est vrai que la Suisse, c'est un pays qui est, enfin, quand même assez clair comparé à peut-être la France ou d'autres pays européens. Et on a en fait beaucoup d'investisseurs qui sont contents en fait qu'on soit basé en Suisse parce que, enfin, il y a une législation assez correcte. Au niveau d'un validateur, pour l'instant, on est en fait un fournisseur de services, on fournit l'infrastructure. Il y a encore les questions de voilà, est-ce que on est et c'est aussi pour ça, est-ce qu'on fait si on fait du custody, on peut être considéré comme un établissement financier.
Ce qui n'est pas le cas pour Chorus One. Nous, on fait que du non-custodial, c'est-à-dire qu'on ne possède pas de clés, on ne possède pas les fonds de nos clients. C'est les clients qui possèdent leurs fonds et qui, eux, via leur wallet, déposent chez nous. Donc, on essaie en fait de ne pas être custodial parce que ce n'est pas notre marché et ça devrait, ça nous demanderait beaucoup plus d'action en termes de licence, il faudrait une licence bancaire potentiellement, etc. Donc c'est pour ça qu'on est en non-custodial. Et il y a une législation assez claire en Suisse en fait par rapport à ça, au non-custodial. Donc ouais, pour l'instant on n'a pas de problème. Je pense que la législation c'est quelque chose qui est bien parce que ça va aider à l'adoption. Et on a beaucoup en fait d'investisseurs ou de fonds qui sont potentiellement intéressés pour investir en crypto, mais qui investissent pas actuellement ou pas forcément maintenant ou pas beaucoup parce qu'il n'y a pas encore de clarité à ce niveau-là. Donc ouais, je pense que la législation va quand même aider à l'adoption. Ok, du coup, vous n'êtes pas PSAN, vous n'avez pas besoin d'être PSAN pour être Non, validateur. non. PSAN, c'est uniquement pour les entités françaises et Chorus One, en fait, Ok. c'est une entité suisse. Donc, ouais, non, c'est pas. Ouais. Peut-être aussi pour faire un bref recap de Chorus One. Donc, ouais, l'entité est basée en Suisse et on est une équipe de 73 aujourd'hui. Et on est dans la team, on est, je crois, que 3 Français. Ok. Donc, autre sujet, du coup, pour moi, le restake, que penses-tu du restaking? Et pour moi, je pense qu'il y a possiblement pas mal de risques avec le fait de superposer des couches, d'avoir du coup le risque de plusieurs protocoles, même si on voit que c'est de plus en plus à la mode parce que ça permet d'aller chercher des rendements, des fois des rendements qui, au niveau du risque-prix, ne sont pas forcément bons. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça peut passer si on comprend bien les différents protocoles qui les font, ou est-ce que tu penses que ça apporte plus de risques que de réelle innovation et de rendement? Ouais, alors j'ai plein de choses à dire au niveau du risk-taking. Ouais, donc du coup, alors au niveau du risk-taking, donc ça prend une grosse partie de mon temps actuellement parce que voilà, en fait, on voit ce qui se passe sur EigenLayer, on voit ce qui se passe sur Symbiotic, Karak et d'autres protocoles de risk-taking. Je crois qu'aujourd'hui, EigenLayer, ça, je sais pas, en tout cas plus de 15 milliards, je crois, en termes de TVL. Et donc, l'idée du risk-taking, ça peut faire sens dans le sens où, OK, on a Ethereum qui est Ethereum Layer 1. On voit que ça scale pas. Que voilà, si tu fais des opérations sur Ethereum aujourd'hui, ça coûte quand même assez cher. Et on commence à voir que voilà, la solution à ça, c'était de créer des Layer 2. Donc, je commence à voir qu'il y a peut-être au fur et à mesure du temps et dans les mois qui arrivent, on va avoir beaucoup plus de la liquidité en fait qui va bouger d'Ethereum Layer 1 et qui va aller plus vers les Layer 2 parce que ça scale plus, parce que c'est moins cher. Et si c'est le cas, en fait, alors quelle est l'utilité en fait du Layer 1 en lui-même? C'est la sécurité. C'est voilà, on a la deuxième plus grosse market cap du marché crypto, et donc ça peut faire sens en fait d'avoir un protocole qui peut réutiliser en fait les assets qui sont sur le Layer 1 et réutiliser en quelque sorte une partie de la market cap d'Ethereum pour sécuriser en fait d'autres projets ou d'autres blockchains de Layer 1 ou d'autres produits. Donc, je vois l'idée, je pense que ça fait sens et je pense que c'est bien parce qu'en fait, pour une blockchain de Layer 1, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que si tu es une blockchain de Layer 1, tu dois travailler à tirer des validateurs, tu dois travailler sur voilà, la partie tokenomics. Et ça, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Alors que si tu utilises un protocole comme EigenLayer, bah voilà, EigenLayer, ils ont, je sais pas, 15 milliards de TVL. Je peux avoir des opérateurs directement en utilisant EigenLayer. Donc, j'ai déjà des opérateurs, j'ai de la sécurité économique parce qu'ils ont une très grosse TVL. Et voilà, je passe moins de temps en fait à m'occuper des opérateurs et je passe potentiellement moins de temps à m'occuper de mes tokenomics. Donc, ça fait sens. Bien sûr, il y a des risques. Donc, si on restake, il y a des risques parce que on aura potentiellement beaucoup plus de yield parce que c'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est encore très nouveau et il y a personne en fait qui paye encore les risk-takers en ETH, à l'exception d'EigenLayer qui offrait des points et qui a offert son Eigen token, ou Symbiotic qui offre des points et les protocoles de liquid risk-taking aussi qui offrent des points. Mais en termes d'AVS, donc les AVS qui sont les projets qui sont sécurisés par des tokens Restake, eux offrent pas de yield encore. Donc c'est encore très très nouveau. Donc, mais à un moment donné, ils vont devoir offrir du yield. Donc ouais,
En tant que risk taker, bien sûr, c'est du risque, mais en fonction du risque que je prends, je peux avoir potentiellement plus ou moins de yield en fonction des différents AVS qui sont sur EigenLayer. Donc, c'est une couche supplémentaire, c'est une couche qui peut être risquée, c'est une couche où on peut avoir plus de yield. Et pour être honnête avec toi, donc actuellement, je passe du temps sur EigenLayer, donc je vois plusieurs problèmes et je pense qu'ils vont les résoudre à un moment donné. Mais le premier problème, c'est d'un point de vue opérateur, c'est que nous, en fait, donc on va devoir en fait faire tourner l'infrastructure pour ces différents AVS. Donc il y en a qui sont des blockchains Cosmos Layer 1, il y en a qui sont voilà des bridges avec des infrastructures assez spécifiques, etc. Et pour nous en tant qu'opérateur, ça a un coût parce que nous on va devoir faire tourner en fait toute cette infrastructure là. Donc pour nous un AVS c'est considéré comme une blockchain. Ça a strictement en fait le même coût qu'une blockchain. Si par exemple cette AVS utilise le Cosmos SDK, ça a le même coût qu'une blockchain Cosmos SDK. Donc c'est un coût qui est potentiellement en fait linéaire si l'infrastructure est la même. C'est un coût qui peut être plus ou moins aussi élevé si l'infrastructure est complètement différente, si l'infrastructure est assez complexe et que ça a un coût élevé. C'est un coût qui peut être assez élevé pour nous. Et, et nous, en fait, on doit être certain qu'en échange, cet AVS, au minimum, en fait, rembourse nos coûts, tu vois. Et on a parlé avec plein d'AVS, franchement, on en a parlé, je pense, avec une vingtaine, une trentaine, et il y en a beaucoup, en fait, qui ne comprennent pas encore cet aspect-là, qui doivent, en fait, payer les opérateurs, qui doivent, ils ont pas, en fait, forcément encore travaillé sur la tokenomics. Ils sont juste, ils se disent, ouais, on va lancer sur EigenLayer parce que voilà, c'est lié au token ETH. Enfin voilà, les gens vont entendre parler de nous. C'est plus pour en fait, c'est plus pour de la narrative qu'autre chose actuellement, j'ai l'impression. Et même en termes de yield, j'ai l'impression que, voilà, imaginons, tu as EigenLayer qui a 15 milliards de TVL, 15 milliards de TH qui sont déposés chez eux et qui sont prêts pour offrir en fait du service de restaking pour d'autres AVS. Les AVS, en fait, ils vont devoir incentiver 15 milliards de TVL. Et si, je sais pas, moi je suis un projet, j'offre, je sais pas, un million sur un an sur les restakers de TH, sur 15 milliards de TVL, mais le yield, il va être, enfin, ça va être ridicule. Ça va pas être grand-chose. Bon, après, si tu en as énormément, si tu en as beaucoup, si tu en as si as une cinquantaine d'AVS eux, fournissent du yield, peut-être que ça peut être gros. Mais en échange, nous, en termes d'opérateurs, ça peut être en fait un problème pour les opérateurs parce qu'ils vont avoir 50 infrastructures à gérer en même temps. Est-ce que Yodlee, ce sera assez pour eux ou pas? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, en fait, je vois qu'il y a un gros problème encore à ce niveau-là. Je vois que pour le moment, il y a pas énormément d'AVS qui ont des tokenomics clairs et qui ont des idées claires sur ce qu'ils veulent incentiver ou pas. Je pense que, en fait, au fur et à mesure du temps, on aura plus, voilà. EigenLayer, ça a 15 milliards de TVL, mais pour moi, c'est pas possible d'incentiver 15 milliards. Donc, je vais juste peut-être travailler avec un ou deux opérateurs. C'est un ou deux opérateurs, ils ont 1 milliard de TVL. Je vais juste travailler avec eux et je vais incentiver peut-être 1 milliard de TVL. Ou ils ont 500 millions ou 200 millions, je vais incentiver que 200 millions de TVL, par exemple. Donc, je pense que ça va plus être dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, voilà, faut faire partie de ces 200 millions de TVL en tant que risk taker pour avoir accès au yield de cet AVS-là. Donc, en fait, pour moi, le risk taking, c'est quelque chose qui fait sens. Je vois en fait la proposition de valeur, mais je vois aussi beaucoup de problèmes par rapport au coût des opérateurs, par rapport à l'énorme TVL qui doit être incentivé et par rapport moi, de mon côté, je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'AVS qui ont des tokenomics clairs et qui ont en fait une stratégie claire sur ce qu'ils doivent faire. Donc, c'est peut-être un peu trop tôt pour le moment. J'ai l'impression qu'actuellement, avec Layer et le risk taking, c'est juste une narrative pour avoir des points. C'est juste une question en fait de points et d'airdrop actuellement en tout cas. Ok, en tout cas, très intéressant. On voit que c'est un sujet que t'as bien poncé, parce que vraiment, tu me sors des trucs que j'avais pas forcément vus de mon côté. Donc maintenant, on va passer sur un sujet peut-être un petit peu plus léger, un peu moins technique. Ton avis sur le marché crypto actuel, je suppose que tu es aussi investisseur, vu que tu y es depuis le 2019. Et donc, pour toi, est-ce qu'on est Ouais. déjà en bull run
ou en bear market. Moi, je dirais plus qu'on a vu la consolidation de demi-cycle au niveau de l'ATH et que là, on se pose un peu parce que justement, on était un peu en avance par rapport à tout ce qui était halving, etc., etc. Après, forcément, pas de Madame Irma. Donc voilà, c'était plus quel était ton avis sur le marché actuel? Où penses-tu qu'on en est? Ouais. Non, alors, voilà, pour moi, on est clairement au bull run actuellement. On a eu le bear market avec le crash de Terra, le crash de FTX. Et maintenant, on a le marché qui commence à reprendre et c'est cool parce qu'on a eu des news assez intéressantes, hein, avec l'ETF Bitcoin, maintenant l'ETF Ethereum. J'espère potentiellement un autre ETF, je sais pas, d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, à voir, on verra bien. Mais Et du coup, ouais, tu parierais sur clairement, lequel? pour moi, si un troisième, ce serait Solana, je Ouais, moi, je pense. dis entre Solana et Chainlink, du coup. Chainlink, ouais, c'est vrai. Mais ouais, pour moi, actuellement, je crois qu'ils ont dépassé en plus BNB maintenant, Solana, en termes de market cap. Ouais, ils les ont flippés il y a 1 ou 2 jours, je crois. Ouais, ouais. Pour moi, ce serait plus Solana. Je pense que ça fait plus sens. Surtout que ce serait les émetteurs, ce serait potentiellement des émetteurs américains. Et je sais qu'il y a pas mal de fonds qui ont de l'exposition sur Solana. Donc ça ferait plus sens un ETF, un ETF Solana. Au niveau, ouais, donc pour moi, ouais, clairement, on est en bull run. Où est-ce qu'on est exactement au bull run? Je dirais qu'on est encore, allez, on n'est pas encore pas du tout au top. On est un peu début, au moyen, ouais, pour moi, c'est encore un peu le début, milieu du bull run. Parce que voilà, on a les tokens qui ont commencé à prendre de la valeur, mais enfin, j'ai pas encore vu d'euphorie. On n'a pas encore dans l'euphorie. On a des institutionnels qui commencent à être intéressés, qui commencent à acheter. Je crois que le TF Bitcoin, on a eu pas mal de gens, hein, d'inflow, en tout cas sur celui du BlackRock. Donc, on voit que les investisseurs, les instituts sont intéressés. Ils sont pas encore super vocal par rapport à ça. Ils sont encore assez silencieux, j'ai l'impression. Et ouais, pour moi, on n'est pas encore du tout à une euphorie. Donc, je pense que c'est ouais, début, milieu du bull market. Je pense peut-être qu'on atteindra l'euphorie quelque part en 2025. Je pense peut-être euh, ouais, premier semestre 2025. Oui, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais c'est vrai que le TF Bitcoin, ça a été je crois que c'est celui qui a le mieux marché de tous les ETF et qui a été qui a le Ouais. plus rapidement atteint plusieurs milliards. Là, on voit qu'Ethereum, ça part pas mal aussi. Donc, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Et surtout, dans toutes les data on-chain, on voit qu'il n'y a pas encore beaucoup de nouveaux qui arrivent et justement que c'est Ouais. pas mal les institutionnels et les personnes qui sont là depuis un moment. Donc, je pense qu'il n'y a pas encore cette folie et cette effervescence qui peut faire que ça augmente pas mal. Et du coup, Hmm. tiens, une question par rapport au bear market et un validateur. Comment vous vivez un bear market? Parce que il peut Ouais. avoir une baisse du nombre de crypto stakés, peut-être un petit peu moins d'entrée d'argent. Donc voilà, comment vous êtes touché par un bear Ouais. market en tant que validateur? Ouais, alors ça, c'est une très, très bonne question. Alors, regarde, par rapport en fait, le marché d'un validateur, donc comment en fait on gagne nos revenus, nous, c'est on sécurise la blockchain, on prend une commission sur les frais de transaction et sur l'inflation du réseau. Et donc, du coup, en fait, on est payé en token. Donc, en gros, on a que des tokens et on doit faire avec. Donc, bear market, en fait, généralement, c'est quand on voit qu'il y a un bull run, on doit avoir de la trésorerie. L'idée, en fait, c'est survivre. En fait, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Hein. C'est même des investisseurs crypto. L'idée, c'est de survivre. Donc, nous, on voit qu'on a des business, il faut payer des employés, on a 70 personnes derrière. Donc, dès qu'on voit qu'il y a un prix qui commence un peu à augmenter, en fait, je dirais qu'on fait un peu du DCA de tokens, juste histoire d'avoir du cash et pour faire en sorte qu'on ait au moins, je crois qu'en termes de trésor, on essaie d'avoir au moins 1 an et demi de cash Et du en termes de DCA à la trésor. vente. Ouais, ouais, exactement. Comme ça, en fait, on essaie d'avoir à peu près 1 an et demi, je crois, en cash pour faire en sorte que au moins, même s'il y a aucune rentrée d'argent, on peut en fait payer à peu près tout le monde pour 1 an et demi. Et on n'aura jamais aucune entrée d'argent parce on reçoit quand même des tokens. Même si le token, le prix est plus faible en bear market, on aura quand même des entrées d'argent. Mais on essaie d'avoir quand même une assez grosse trésorerie pour faire en sorte que voilà, on n'a pas de soucis à se faire durant un bear market. Mais ouais, généralement, c'est ça. C'est un peu du DCA, un peu tout au long. Hein. Après, c'est vrai que bear market, on essaie quand même d'être assez conservatif et de garder en fait les cryptos qu'on reçoit en reward parce qu'on sait que voilà, c'est pas le prix est faible
et que ça va augmenter à un moment donné. Et donc, dans ce cas-là, qu'on pourrait faire plus de revenus. Mais voilà, en termes de management, tu vois, on ne fait pas de spéculation. On essaie d'être très, très conservatif. Et ouais, on essaie d'avoir quand même en cash une assez grosse trésor. Ok, donc vous tentez d'anticiper un maximum l'arrivée du bear market. Ok. Mhm. Du coup, une autre question, cette fois vraiment plus axée sur toi. Ouais. Quel type d'investisseur es-tu? Est-ce que tu as un profil risqué ou non? Tu peux possiblement être plus risqué que la plupart des personnes parce que tu es dans l'écosystème, donc tu as peut-être un peu plus de connaissances sur sur tout ce qui est, on va dire, d'épines, infrastructure. Mhm. Est-ce que tu es plus stratégie court terme, moyen terme, long terme, jouer l'intercycle pour essayer de maximiser? Est-ce Mhm. que tu es diversifié? Est-ce que tu as que des cryptos? Est-ce que tu es diversifié en IMO, en actions? Voilà, Ouais. à peu près savoir comment. Ouais. Profil risqué ou non, je sais pas. Bah, je crois, 50%, 50. Je crois que je suis à 70% à peu près en crypto. Donc, est-ce que c'est risqué? Peut-être il y en a qui sont à 100%, d'autres qui sont largement moins. Mais ouais, je dirais, je pense, par rapport à la moyenne, peut-être je suis un peu plus risqué parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de crypto. Euh, donc, ouais, moi, enfin, j'y crois beaucoup à cette industrie-là. Et pour moi, enfin, maintenant, on commence à le voir, hein. Pour moi, c'est sûr que la crypto va avoir un sens dans les années, que tout le monde va utiliser la blockchain parce que voilà, on a beaucoup de pays qui ont leur monnaie qui se dévalue. Tu as beaucoup de pays d'Amérique latine aujourd'hui qui essaient d'avoir des expositions à l'USD parce que leur monnaie locale sont, enfin, voilà, beaucoup de dévaluation. Donc, qui utilisent les cryptos justement pour avoir accès à de l'USD, à du dollar ou autre. Donc, ouais, enfin, je dirais profil risqué, stratégie, moi je suis assez, allez, je dirais assez long terme, hein, quand même. Après, c'est vrai que j'ai des bagues qui commencent à devenir assez gros et je me dis, bon, là, ça commence à devenir un peu trop, donc peut-être que je vais vendre un peu histoire d'avoir quand même un peu plus de cash et réduire en fait mon expo sur certains tokens. Mais ouais, je dirais, je suis moyen long terme. Type d'investissement, j'ai pas d'IMO. J'ai des actions, mais les actions que j'ai, c'est Coinbase. Et sinon, c'est des cryptos. Donc voilà. Erreur de débutant. Ouais, alors erreur de débutant, je dirais, je pense l'erreur que j'ai fait peut-être durant le bull market de 2021, c'est pas avoir pris assez de profit. Je dirais que c'est assez important quand même de prendre ses profits et de faire en sorte en fait d'avoir quand même du cash de côté et voilà, enfin quand même avoir un matelas de sécurité. Je dirais que c'est quand même super important et c'est quelque chose que j'avais pas forcément fait en 2021. Donc je dirais que ça c'est ouais la plus grosse erreur de débutant que j'ai faite en 2021. Sinon, en dehors de ça, euh, non, après, voilà, passer du temps sur les projets qui, voilà, qui vous intéressent le plus et si vous voyez, et si jamais, voilà, la crypto, ça vous intéresse et vous voulez être investi, c'est bien de, voilà, participer au projet, que ce soit de la gouvernance, que ce soit, je sais pas, des articles ou autre. C'est toujours bien, d'être, voilà, d'être investi là-dedans. Ok, ok. Et sinon, à quoi ressemble ton portefeuille? Bon, bien sûr, on ne me donne pas les montants, le détail de toutes les lignes, mais tu es plus déjà Bitcoin, Ethereum. Est-ce que tu as beaucoup d'infrastructures? Est-ce que tu as de la DeFi? Et quel est le Ouais. narratif selon toi qui va fonctionner? Alors, je sais qu'Artem avait dit que pour lui, les narratifs, ça tournait. Donc, lui, il faisait tourner Hmm. son cash en fonction des niveaux narratifs. Mais est-ce que pour toi, il y a un narratif qui va ressortir du lot? Ouais. Alors moi je suis pas forcément trop en narratif. Je suis plus data et je regarde en fait ce qui se passe. Je vois un peu, tu vois, certaines données et en fonction de ça en fait j'investis ou pas. Par exemple, je crois qu'actuellement en fait, bah après c'est parce que le token a aussi beaucoup pris, mais je crois qu'actuellement mon plus gros bac c'est Solana. Euh, Pourquoi Solana? Bah j'avais acheté, enfin, je sais plus en 2023 quand c'était un prix, je sais plus, entre 30 et 50. Et maintenant, je vois que voilà, ça commence à dépasser Ethereum en termes de volume sur les DEX, même si une grosse part, c'est lié un peu à du wash trading et aux meme coins. Mais enfin, je vois un peu où sont les gens. Mon petit frère, quand il est rentré dans les cryptos, il a pris Solana direct. En fait, il a téléchargé un wallet fantôme et il a commencé à trader sur Solana. Je vois que voilà, beaucoup de gens commencent à parler de Solana. Je vois qu'il y a les applications sont bien. Je vois que enfin, même si des fois c'est vrai qu'il y a beaucoup de transactions qui fail. Euh,
les transactions, enfin, les applications sont bien, c'est facile quand même d'utilisation, les frais sont très, très faibles. J'aime beaucoup Solana. J'aime beaucoup, je reste quand même investi dans Cosmos. J'ai un bac d'Atom, mais qui commence à se réduire au fur et à mesure du temps. J'aime beaucoup Osmosis, même si Osmosis, tu vois, ça reste le DEX principal sur Cosmos. J'aime beaucoup l'innovation qu'il y a là. C'est vrai que le token a quand même pris cher, mais j'aime quand même l'innovation qu'il y a là et je fais confiance à la team. J'aime beaucoup la team. Donc j'ai quand même un bag en Osmo. J'aime beaucoup ce que fait DYDX. Pourquoi? Parce que bon, déjà en termes de produit, le produit est vraiment bien. Et j'aime bien le fait que quand tu stakes du DYDX, tu reçois des rewards en USDC. Je crois que c'est un des premiers protocoles en fait qui fait ça et c'est purement via les trading fees. C'est un protocole qui est quand même super intéressant là-dedans. Je regarde aussi ce que fait Hyperliquid, qui est en quelque sorte une sorte de concurrent à DYDX. J'avais utilisé le produit, testé les perps, et ils ont en fait un produit qui s'appelle Vault, dans lequel tu peux déposer en fait de l'argent. Bon, là, faut faire très attention, mais tu peux déposer de l'argent avec certains traders et tu copy trades en fait les trades de certaines personnes. J'aime beaucoup ce que fait Hyperliquid. Ils n'ont pas de token actuellement, mais ouais, je suis un peu ce qu'ils font et si jamais il y a un token, je pense que je vais avoir de l'exposition là-dedans. Après, j'ai beaucoup j'ai des ETH, hein, parce que même si actuellement, je commence à voir tous les problèmes qu'il y a. En fait, mon souci avec Ethereum, c'est que j'ai l'impression qu'ils essayent de résoudre des problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes. C'est, ouais, Ethereum, OK, Layer 1, ça ne scale pas. OK, on va essayer de créer des Layer 2. Mais Layer 2, OK, comment tu fais pour décentraliser ça? Comment tu travailles? Est-ce que c'est des optimistic roll-up? Est-ce que ça doit avoir des fraud proof? Est-ce que ça doit avoir des ZK proof? Comment tu résous ces problèmes-là? Donc, j'ai l'impression qu'ils passent beaucoup de temps à résoudre leurs propres problèmes, alors que d'un autre côté, tu vois, tu as Solana, qui n'a pas ces soucis-là en fait et qui peut passer en fait beaucoup plus de temps à se concentrer sur les utilisateurs en eux-mêmes et le produit en fait en lui-même. Donc j'ai des ETH parce que je crois toujours en Ethereum, mais j'aime bien en fait l'innovation qu'il y a derrière avec le restaking et tout. Mais ouais, mes principaux bacs, je dirais ok, Solana, je crois, Ethereum, j'ai du Bitcoin. Bien sûr, j'ai du Bitcoin parce que ça reste quand même le principal actif. Et aussi, ce que j'aime avec Bitcoin, c'est que je commence à voir beaucoup de personnes qui commencent à build autour du BTC. Je commence à voir en fait des blockchains layer one, mais qui veulent avoir en fait des transactions, payer leurs transactions en BTC. Je commence à voir des projets qui veulent créer en fait des layers to Bitcoin. Je suis en contact on parle beaucoup avec la team Babylon parce qu'on va être un validateur sur Babylon qui eux veulent faire du restaking avec Bitcoin. Donc Bitcoin c'est quand même un actif super intéressant qui a très bien performé cette année, hein, et je pense que ça va continuer de cette manière-là. Donc ouais, après c'est vrai que bon, je suis pas forcément, je suis pas forcément super dans les projets, tu sais, avec des faibles valos, faibles market cap. Franchement, je suis assez, je dirais, conservatif en termes de crypto. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'expos sur les blockchains plutôt que des protocoles DeFi. Je crois qu'en protocole DeFi, j'aime beaucoup les protocoles de liquid staking parce que nous, on travaille beaucoup avec eux et j'aime certaines teams. J'ai du Lido, sur Cosmos, j'ai du Stride. Ouais, Chorus One a investi dans Stride, j'aime beaucoup la team. Donc ouais, j'ai du Stride, mais ouais, en dehors de ça, des protocoles DeFi, j'en ai pas énormément. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce que ces tokens capturent de la valeur et comment est-ce qu'ils capturent des revenus. Et en DeFi, t'en as pas énormément. Alors qu'en token layer one, c'est clair, c'est tu stakes, tu reçois les revenus de la blockchain et voilà, c'est comme ça que tu captures des revenus. Donc voilà. Ok, ok. Donc, tu utilises ton edge un peu comme fait Chorus One pour investir, vu que tu as pas mal de connaissances dans l'infrastructure. En plus, tu peux avoir la chance des fois de connaître les équipes et tout. Ok, ouais, super intéressant. Et du coup, une avant-dernière petite question pour toi. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné, mais que ce soit, enfin, pas forcément que dans l'investissement et dans les cryptos, quel est le meilleur conseil qui a permis de te construire ou... Ouais. Alors, meilleur conseil, je dirais. Alors, je pense que le meilleur conseil, c'était d'un trader avec qui je bossais avant qui m'avait dit de regarder les cryptos, regarder ce qui se passe en crypto. Je connaissais rien. Et finalement, je suis tombé dedans, j'ai kiffé. Et maintenant, aujourd'hui, je bosse full-time dans cette industrie-là. Donc, je pense que c'était le meilleur conseil que j'ai pu avoir. En dehors de ça, je pense que les meilleurs conseils que j'ai pu avoir, c'est par rapport à comment gérer son argent.
Je pense que c'est super important en fait d'avoir un matelas de sécurité, d'avoir du cash de côté, histoire d'être sûr. Et, tu vois, quand on a des cryptos et que ça commence à monter et qu'on commence à regarder en fait le prix tous les jours en disant waouh, mais ça va continuer à monter, je prends pas de profit, ça va continuer, ça va continuer. Bah souvent c'est qu'on a tort. Enfin, je pense que c'est important de rester raisonnable et de voilà de prendre des profits quand on pense que c'est le moment. Il y a jamais de mauvais profits à prendre, hein, c'est toujours des bons profits. Donc je pense que c'est un des meilleurs conseils. C'est vraiment, enfin voilà, faut pas être non plus être trop euphorique et voilà. Pas, quand vous pensez que voilà, quand vous regardez trop votre portable et les prix des cryptos, ça veut dire que c'est le moment de prendre quelques profits. C'est important de prendre des profits, je dirais. Ça, c'est un des meilleurs conseils que j'ai pu avoir. Ok, ok. Du coup, la dernière question de l'interview, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir sur cette chaîne YouTube et pourquoi ce choix? Ah ouais, alors en personne, je dirais, du coup, ce serait francophone. Francophone, je dirais Sam, Également, oui. OK, Samy, de Not Guardians et de Journal du Coin. Donc c'est enfin je suis voilà, je suis en contact assez souvent avec lui. C'est une personne que j'admire beaucoup. Je trouve que ce qu'il fait avec Not Guardian, ça a été, enfin c'est formidable. Donc ouais, pour moi, enfin je suis grand fan de Sam, Not Guardian, Journal du Coin. Donc ouais, je pense que ce serait la personne que j'aimerais voir sur cette chaîne. Ok, ok, bah du coup, je vais essayer de le contacter pour l'avoir sur la chaîne. Donc voilà, là, on arrive sur la fin de l'interview. Donc merci à toi d'être venu. Clairement, c'était très intéressant. Tu as apporté beaucoup d'informations. Donc vraiment très intéressant. Je suis vraiment très content de t'avoir eu. Et merci à Artem aussi de nous avoir mis en contact. Ça m'a permis d'avoir un beau contact et une belle interview. Ouais, bah merci à toi. Content que ça a pu, ouais, que j'ai pu offrir de la valeur et expliquer un peu ce que je fais. Ça a été super intéressant. Donc ouais, merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire s'il y a une personne que vous aimeriez voir sur la chaîne en interview. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Donc pour un peu résumer ce qu'on a entendu dans cette vidéo, on a vu ce qu'était un validateur, on a vu ses différentes implications dans l'écosystème blockchain et des crypto-monnaies, on a aussi vu la manière de penser et la vision d'une personne qui est dans l'écosystème, qui a pas mal de connaissances, qui fait pas mal de recherches dessus. Je pense que ça vous apporte énormément d'apprendre et d'écouter des personnes comme ça. Et ça permet, on va dire, de se faire une opinion un peu plus pointue et un peu plus précise sur pas mal de projets. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.